13. Bonjour, nous sommes le jeudi 19 décembre 2013 et une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de finances. Je vais vous parler de finances parce que il se passe pas mal de choses au niveau de la zone euro. Ils essayent à marche forcée, ça fait quand même quelques années maintenant, depuis 2010, ils essayent à marche forcée de créer les conditions d'une monnaie comme l'euro. Alors, elle date d'un moment, elle a été conçue en 1999 sur le papier en tout cas, elle date dans la pratique, si j'ai bon souvenir, de 2002. Et donc, 11 ans plus tard, on se préoccupe de ce qu'il aurait fallu faire pour en faire une monnaie qui fonctionne. Le modèle pour faire une monnaie de ce type-là, c'est quand même ce que font les États-Unis. Et il est intéressant de voir à ce niveau-là qu'il y a un système, par exemple, de compensation entre les différents États américains, ou en tout cas les zones économiques, les 17 districts dans lesquels les États-Unis sont composés, pour rétablir des équilibres, exactement comme il faudrait faire si on avait vraiment une zone européenne qui fonctionne. C'est le système qu'avait conçu John Maynard Keynes. Je ne sais pas pourquoi j'hésite à propos de son nom. Euh, Peut-être parce qu'il y a derrière dans mon esprit l'idée que c'était quand même Yann Marchart qui avait le directeur, un des directeurs de la Banque centrale allemande et qui était devenu le ministre des Finances de Hitler. C'était quand même peut-être lui qui avait vraiment mis le concept, qui avait trouvé la formule qui peut fonctionner pour rééquilibrer un système monétaire quand il y a différentes zones économiques à l'intérieur. Et donc les Américains utilisent un système de compensation, pas compensation au sens comptable, on compense les efforts qui ont été faits par une région par rapport aux autres parce qu'il y a des régions qui sont plus riches et qu'on organise un système de solidarité, comme on aurait dû concevoir dès le départ, bien entendu, au sein de la zone euro, pour qu'on ne se retrouve pas dans des situations catastrophiques où les pays riches reprochent aux pauvres d'être pauvres et où les pauvres disent mais on fait tout ce qu'on peut, et alors les riches disent oui mais enfin vous pourriez quand même vous serrer encore un peu davantage la ceinture en réalité, et ainsi de suite. Enfin, des querelles de chiffonniers entre des gens qui ne se comprennent pas parce que vous le savez, les riches ne comprennent pas comment on peut être pauvre. D'autant plus que nous vivons dans un système où la philosophie générale, c'est quand vous êtes pauvre, eh bien changez, faites un choix différent, soyez plus malin que ça, devenez riche comme les autres, comme moi par exemple. Moi évidemment j'ai hérité de ça de mon grand-père, mais il y a moyen quand même, il y a moyen quand même. En fait, on le sait, bon, il n'y a plus moyen, il n'y a pas moyen. Même aux États-Unis, ils ont fait des calculs. Il est impossible maintenant à quelqu'un qui est né dans la misère de faire des études d'un niveau suffisant. Et puis à partir de là, même dans le meilleur des cas, en devenant un trader ou en devenant un ingénieur financier du plus haut niveau, il n'est pas possible de faire l'ascenseur social est cassé, même aux États-Unis, qui sont en effet, je dirais, vraiment une véritable fierté. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de réparer le système. Le problème, c'est que dans un système qui est complètement cassé, comme celui de l'euro, les ressentiments réciproques se sont tellement accumulés que quand on essaye de mettre en place une structure de solidarité, ça devient une usine à gaz totale, parce que chacun se méfiant des autres, on met des conditions supplémentaires, et la réunion de la commission, c'est pas suffisant, il faut encore un comité constitué des ministres des Finances, et puis on va encore rajouter un truc, etc., et un veto possible du dirigeant de la Banque centrale, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'on a laissé le contentieux s'installer, et que du coup, il est pratiquement impossible de trouver une solution qui ne soit pas tellement compliquée. On a mis un, on est en train de mettre un système pour sauver les banques européennes dans un cadre européen, et il y a un calcul qui a été fait par quelqu'un, je crois que j'ai lu ça sur le Financial Times, que pour sauver une banque sur un week-end, parce qu'en général c'est sur un week-end qu'il faut la sauver, il faut en fait faire voter 126 personnes. Alors comment est-ce qu'on réunit 126 personnes qui doivent voter à différents niveaux, dans différents comités, pour sauver ça durant un week-end? Non, la structure n'existe pas, et ça c'est parce que, comme je le dis, on a laissé les méfiances réciproques s'installer. Alors aussi, quand on essaie de constituer des fonds de réserve, maintenant on n'y arrive pas parce qu'il faudrait mettre des sommes tout à fait considérables. On va mettre sur un fonds de compensation de 55 milliards, on va le mettre en place progressivement par des cotisations qui vont être levées sur les banques, on va faire ça sur 10 ans, et on aura 55 milliards de réserves.
de quoi sauver deux banques de taille moyenne à l'échelle européenne. Euh, bon, alors qu'est-ce qu'on fait? En plus, quand on fait, ben, c'est sur 10 ans. Attendez, on est encore en 2013, on ajoute 10 ans, ça fait 2023. Qu'est-ce qui se passe s'il y a une crise entre 2023? Évidemment, c'est très très peu probable qu'il y ait une crise. Non, je plaisante. Il y aura évidemment une crise entre 2013 et 2023. Qu'est-ce qu'on fait? Ben alors, il faut établir une structure de fonds sur lesquels on va pouvoir quand même prendre de l'argent provisoirement si on n'a pas l'argent suffisant, etc. C'est-à-dire, on est dans une situation absolument insoluble en réalité. Alors, est-ce qu'on peut résoudre ça? Ben oui, on peut résoudre ça, bien entendu, on peut résoudre ça. La plupart de ces pertes qui seraient essuyées, hein, elles seraient, je dirais, au prorata de ce qu'on fait maintenant, c'est-à-dire, disons, minimum 40% d'opérations qui sont des opérations spéculatives. Alors, une possibilité pour réduire les fonds qu'il faudrait constituer dans les fonds de réserve, qu'on interdise les opérations spéculatives. Hein? Parce que quand les États doivent venir au secours des banques, et que si c'était simplement pour sauver l'économie, on dirait, bon, c'est pour sauver l'économie, voilà, c'est normal qu'on serre un peu la ceinture. Mais si c'est pour sauver simplement des banquiers qui ont fait des paris entre eux, comme ça a été le cas en 2008, n'est-ce pas, hein, quand il faut sauver AIG, c'est pas tellement sur les positions de couverture en CDS, c'est sur les positions spéculatives en CDS qu'il faut sauver tout le monde. Hein, et parce qu'on arrive à nous présenter une banque qui vend des produits très risqués à ses clients. Et puis après, va se présenter devant le régulateur en disant, regardez, j'ai vendu des produits extrêmement risqués à mes clients, maintenant il faut bien que je me couvre, il faut bien que je me couvre contre le risque que j'ai créé de cette manière-là. Alors le régulateur, au lieu de dire à ce bonhomme-là, à cette banque-là, mais pourquoi est-ce que vous avez vendu des produits très risqués à vos clients? Personne ne vous demandait de le faire, vous avez créé un risque qui n'existait pas. Non, là, le régulateur dit, ah, ben oui, ça s'est passé comme ça, la CFTC, c'est à la fin des années 1990. La CFTC s'en fait rouler dans la farine. On leur a apporté, c'est Goldman Sachs qui est venu leur dire, regardez, maintenant je suis exposé à un risque, hein, il faudrait quand même que je puisse me couvrir sur les marchés, des marchés à terme. Et la CFTC, ils sont gratté la tête, ils ont dit, ah ben oui, c'est vrai, maintenant regardez à quel risque ils sont exposés, le malheureux Goldman Sachs. Ça avait été créé de toutes pièces, ils savaient très bien, c'est un risque créé supplémentaire. Bon, on supprime la spéculation, les réserves à constituer sont beaucoup moins importantes, n'est-ce pas, hein? Il faut, voilà, c'est déjà baissé d'au moins 40%. Et quand je dis 40%, c'est un chiffre très conservateur, comme on dit, hein? Ça pourrait être bien plus. Alors, ce qu'il faudrait faire aussi, il faudrait interdire les opérations les plus dangereuses, en particulier celles sur lesquelles on ne peut pas calculer le risque en réalité. Maintenant, après 2008, on a dit, Standard Poor's, Moody's ont dit, oui, c'est vrai, bon, on avait calculé des risques sur des trucs, en fait, on n'avait pas les méthodes mathématiques pour le faire. Pourquoi est-ce qu'ils l'avaient fait? À cause de la concurrence, parce qu'ils avaient peur que la concurrence dise, moi, je sais le faire, et qu'eux, ils aient l'air d'imbéciles parce qu'ils ne pouvaient pas le faire. Bon, alors, interdire un certain type de produits financiers. Je ne dis pas les produits dérivés, parce que les produits dérivés, il y a toujours une fonction possible de couverture. Mais un certain type par exemple, d'obligations, hein, comme des CDO Square, où on multiplie l'impossibilité de calculer le risque parce qu'on prend 150 tranches dans des produits différents et qu'il faudrait faire un calcul de risque combiné pour 150 produits différents. Et puis on fait des CDO Square, c'est-à-dire qu'on fait 150 par 150, c'est-à-dire qu'il est impossible de faire un calcul, ça épuiserait nos capacités d'ordinateur de faire le calcul du risque qu'il y a là-dessus. Des produits dont on ne peut pas calculer le risque, il faudrait les interdire aussi. Alors, si on veut sauver la zone euro, il faut aussi simplifier. Il faut simplifier, il faut enlever les fonctions qui sont de simple prédation sur l'économie, comme la spéculation. Oui, le capitalisme fonctionnait à merveille avant la spéculation. Oui, le capitalisme de la première moitié du 19e siècle, il était florissant, c'était son âge d'or, il n'avait pas besoin, en plus de la spéculation, qui exerce uniquement une fonction de prédation. Oui, il y a un certain type d'opérations qu'il faudrait interdire. Pourquoi est-ce qu'on ne les interdit pas? Parce qu'il y a des prix Nobel en économie, M. Haro, M. Debreu et compagnie, qui ont dit que si jamais un jour on était dans une situation d'équilibre, il serait important d'assurer la complétude des marchés, c'est-à-dire d'inventer le plus d'instruments possible, le plus de produits financiers possible, parce que ça permettrait de maintenir l'équilibre. Cet équilibre, c'est un équilibre théorique qui ne peut pas exister, ce sont des inventions de mathématiciens fous.
tout. Il ne faut pas se préoccuper de ça. Cette complétude du marché, en plus, Lord Aderton l'a bien remarqué, l'a fait remarquer, il vient un moment où essayer de compléter le marché en plus de tout ce qu'il y a déjà, ça a des rendements décroissants et en fait des rendements nuls. Et les gens créent simplement des produits financiers qui créent du risque et ils obligent le reste, les autres, c'est-à-dire vous et moi, par les produits financiers dont nous avons absolument besoin, parce qu'il faut quand même emprunter de temps en temps, et ainsi de suite. Ces gens-là provoquent simplement de la volatilité sur le marché contre laquelle nous devons nous couvrir, et ça nous coûte de l'argent de nous couvrir contre la volatilité que ces gens sont en train de créer. Alors, si on veut sauver la zone euro, il faut aussi simplifier en interdisant les choses qui sont dangereuses et en revenant sur cette abrogation imbécile de la spéculation. Ça marchait très bien avant dans le cadre capitaliste. Je ne dis pas qu'il ne faut pas critiquer ce cadre capitaliste, évidemment, il faut le critiquer aussi, mais même si on se préoccupe uniquement de la bonne santé du capitalisme, il allait mieux avant la spéculation. Ce n'est pas nécessaire. La spéculation est facile à définir. Elle est définie dans des articles de loi. Elle n'a pas toujours existé. Elle était interdite jusqu'à la fin du 19e siècle. Il faut revenir là-dessus. J'en parle dans un entretien avec Vincent Remy. Ça a paru, je crois, dans Télérama. Ça a paru hier. J'en ai mis le texte sur le blog. Voilà. Pour une fois, dans les années récentes, je parle un peu de finance, mais c'est parce qu'il y a nécessité. C'est parce qu'il faut dire quelque chose. Vous le savez, ma position, c'est que l'euro, il vaut mieux le sauver que pas le sauver, parce que ça coûterait tellement encore plus cher maintenant, avec le gâchis dans lequel on est, d'essayer d'en sortir, qu'il vaut mieux encore essayer de le sauver. Mais il ne faut pas le sauver non plus au prix de la démocratie, en mettant des trucs bureaucratiques et autoritaires. Il faut que tout ça revienne dans le giron du peuple. Ah oui, parce qu'on a rendu toutes ces instances qui prennent ces décisions, on les a rendues indépendantes du peuple, mais on ne les a pas rendues indépendantes des firmes transnationales, on ne les a pas rendues indépendantes des banquiers, on ne les a pas rendues indépendantes des grandes firmes d'audit comme KPMG, Deloitte et Touche, etc., etc., PricewaterhouseCoopers, Ernst Young. On ne les a pas rendues indépendantes par rapport à tous ces gens qui ont énormément d'argent, on les a simplement rendues indépendantes par rapport à nous, et il faut que ça change, il faut qu'on revienne là-dessus. Voilà, à la semaine prochaine.